Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va donc regarder la dernière vidéo de Bolchegeek pour le journal de l'humanité. Trop de politique au Festival de Cannes, point d'interrogation. Et donc le Festival de Cannes, l'un des plus prestigieux festivals de cinéma au monde. Et c'est vrai que ces derniers temps, avec Justine Triet, tout ça, on a eu un relent de politisation avec des gens qui s'offusquent et des gens qui disent que l'art ne doit pas être politisé. Alors je sais pas du tout ce que va donner la vidéo, hein, je l'ai pas vu, mais donc c'est le programme du jour, petite vidéo Bolchegeek pour l'UMA. Alors d'ailleurs big up à l'ami Acemodé. Acemodé, si vous connaissez pas, c'est un youtubeur ciné qui parle principalement de cinéma années 90-2000 et vraiment il fait un travail excellent sur sa chaîne, je vous conseille vraiment de regarder, vraiment c'est super cool. Et c'est donc l'ami Acemodé, le camarade, le dude qui monte les vidéos de Bolchegeek et qui a d'ailleurs monté le dernier Rhinocéros. Comme d'hab, choisit bien ses extraits, il fait un super montage et je me devais de le big up quand même parce que parce qu'il est trop fort. Donc si tu passes par là, Ace, big up à toi. And despite the glitz and the glamour of occasions like this, ouais. We're with the people. Just before Vietnam is about to be liberated, I will now read a short wire that I have been asked to read by the Vietnamese people. Nous sommes au bord d'un projet d'austérité qui est conduit par des idées que nous appelons néolibérales, qui risquent de nous amener à la catastrophe, avec une petite minorité qui s'enrichit de manière honteuse. Ça y est, les beaux jours reviennent, enfin, normalement, hein. Mais il a un globe de fou Bolchegeek avec le temps, hein. C'est pas pour dire, mais il devient de plus en plus BG l'enfoiré. Il a un petit look à l'ancienne, mi-prof, mi-cégétiste, mi-ouvrier. Non, franchement, j'adore le mélange des styles. Mais s'il y a bien une chose que le dérèglement climatique ne nous prendra pas, c'est le Festival de Cannes. Enfin, jusqu'à ce que la croisette soit sous les eaux. L'indéboulonnable Festival de Cannes, emblème du cinéma français, mais aussi du cinéma tout court, en est quand même à sa 77e édition, même si en réalité c'est ses 85 bougies cette année, pour des raisons sur lesquelles on va revenir. Alors cette année, qui va provoquer un esclandre? Qui va profiter de son discours pour balancer une harangue au vitriol? Bref, ça va être quoi? Les polémiques. Et surtout, en conséquence, qui va encore se plaindre en 2024 que c'est une honte, que ça n'a pas sa place, que le cinéma ça devrait pas être politique. Et ça, c'est un délire à quel point, que ce soit le cinéma ou toutes les autres formes d'art, c'est un délire à quel point il y a des gens qui pensent sérieusement le truc que l'art ne devrait pas être politisé. Mais c'est un délire quoi. J'ai même vu des gens sur Twitter, des gens qui se disent fans de rap, qui disent arrêtez de politiser le rap. Mais frérot, tu crois que ça vient d'où le rap? Ça vient de la politisation. Et l'art en règle générale a toujours été politisé. Ils connaissent pas Molière, ils connaissent pas de La Fontaine, non, ça leur dit rien ça. Pourtant c'est des classiques, hein. C'est pas des bobos, wokistes, gauchos, ce que tu veux, tu vois, ces gens-là. C'est des gens que vous vénérez, c'est des gens que l'Académie française, elle se paluche dessus. Et même des plus récents, Victor Hugo, c'était pas politique. Camus, c'était pas politique. Quoi qu'on pense de ces personnes? Je vais adorer ce gimmick, franchement il est trop bien. Mais quoi qu'on pense de ces personnes, vraiment, l'art ça a toujours été politisé les frérots, faut arrêter d'être dans le déni. L'art, par son système, par son moyen d'expression, permet de partager des pensées sur le monde, permet de partager des sentiments, des opinions sur le monde. Donc en tant que tel, comment tu veux que l'art ne soit pas politisé? L'art, ça peut aussi servir à du divertissement, certes, mais même dans le divertissement, il y a du politique. Et même inconsciemment, je veux dire, dans le sens où tu peux faire le film le plus plat du monde sans vraiment avoir zéro envie politique, tu auras forcément un point de vue politique par ta manière de monter. Ça, c'est les grands, je vais pas vous emmerder avec tout ce qui est cinéma et tout, mais avec grande théorie du cinéma, mais c'est la méthode Griffith contre la méthode Eisenstein, qui était Eisenstein la méthode russe et Griffith la méthode états-unienne. Ça dit quelque chose. Si jamais tous tes films c'est des cadres supérieurs ou si c'est que des prolos,
même si tu veux pas faire genre c'est politique, il y aura de la politique dans les deux cas. Parce que ce vieux débat encrouté ne concerne pas que les demi-habiles sur Twitter ou des youtubeurs ciné dont le modèle économique repose sur l'idée qu'un personnage pas blanc ou hétérosexuel, c'est déjà de la propagande. Ah, eux, on les adore, hein, on les adore. De mon temps, franchement, on politisait pas les choses. Mais mon film préféré, c'est quand même Terminator et Alien. Genre des films où c'est des femmes fortes, ultra politisées, mais bon vas-y apparemment, comme c'est ton enfance, bah ça va du coup, c'est pas politique. Ça dépasse largement ce problème, car en soi, on peut facilement défendre que les films eux-mêmes sont politiques, pour leur contenu, les sujets qu'ils abordent et comment ils les abordent, pour leur aspect formel aussi, qui soulève tout un tas de discussions politico-esthétiques depuis à peu près que le 7e art existe. C'est ça dont je vous parlais quand il parle d'esthétique et tout, c'est justement la confrontation de vision à la Eisenstein avec son montage attractif, etc. Et la vision de Griffith qui a quelque chose de aujourd'hui qu'on appellerait de plus formel. Mais c'est pas que c'est plus formel, c'est juste que ça a été le langage cinématographique qui est devenu prédominant et qu'on utilise en grande majorité. Mais c'est pas le seul qui peut être utilisé, c'est pas le seul montage qui peut être pensé, c'est pas la seule façon de penser un cadre, etc. Mais c'est de ça dont il parle. 7e art, certes, qui est aussi une industrie, avec tous les enjeux que ça comporte. Alors récemment, on a de plus en plus vu ces débats se porter sur l'aspect politique des événements autour du cinéma. Lorsqu'entre deux petites coupettes de champagne, un artiste se permet depuis le prestigieux podium de donner son avis sur des trucs, irrémédiablement, ça fait jaser. Et si on écoute certains, le problème serait pas vraiment ce qu'ils disent, c'est qu'ils le disent. Vous avez choisi le mot estomaqué sur Twitter, un mot assez peu employé par les femmes et les hommes politiques. Pourquoi estomaqué? Pourquoi ce mot? J'ai senti ça, le souffle coupé et une douleur à l'estomac. C'est le mot qui m'est venu. Ça ne serait ni le lieu ni le moment. Est-ce vraiment de bon ton de carjacker ainsi une cérémonie à la gloire d'un art au-dessus de tout? Oui, c'est clairement le lieu et l'endroit. Clairement, qu'il y a une vitrine, il y a une fenêtre qui est ouverte, que ce soit les Oscars, les Césars, tous ces festivals, c'est une vitrine sur le monde. Surtout Cannes, les Césars, les Oscars qui sont parmi les plus prestigieux au monde. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder et donc c'est un moment où il faut justement mettre en avant ces valeurs, qu'elles soient politiques, humanistes, etc. Parce que c'est là où tu vas avoir le plus de micros et de gens qui vont t'entendre. Donc c'est là où le message il va être le plus fort et il va avoir le plus d'impact. Ton de carjacker ainsi une cérémonie à la gloire d'un art au-dessus de tout. Vous pouvez faire des films politiques, des films engagés même, ça on aime bien, ça peut même vous rapporter des petites statuettes, mais là, on est là pour le cinéma. Pas faire de la politique. Alors puisqu'on peut s'attendre à ce que cette semaine soit le théâtre de nouvelles polémiques, on s'est dit que ça serait pas mal de parler de Cannes, des festivals et de toute cette pression. Je pense que mon discours était évidemment n'était pas là pour aller dans le sens des décisions actuelles, donc c'est vrai que je m'attendais évidemment à ça. Aujourd'hui, Je l'ai foiré, dommage. Aujourd'hui, des festivals de Cinoche, il y en a 13 à la douzaine. Il y en a par zone géographique, par langue, par genre, indé, institutionnel, de patrimoine, commerciaux. Ils ont tous un peu leur identité et leurs pattes. On s'attend tous à ce qu'on prime pas exactement les mêmes films à Sundance, à Berlin ou aux MTV Movie Awards. Mais quel meilleur exemple que Cannes? Cannes, c'est un peu le festival, avec une légitimité à toute épreuve, boxant dans la même catégorie que les Oscars, tout en ayant une image moins bassement hollywoodienne. Légitimité soutenue par une longue histoire, et désolé, c'est pas moi qui décide, une longue histoire politique. Et oui, non mais Cannes, en soi, c'est le festival à ne pas manquer avec les Oscars, et la grosse différence avec les Oscars, c'est que Cannes, c'est beaucoup plus international que les Oscars qui sont beaucoup plus américano-centrés. Genre, on a vu la tollé qu'il y a eu quand, pour certains de l'extrême droite, tout ça, quand Parasite a eu sa statuette. C'était en mode c'est même pas un film états-unien, nanana. Parce que oui, il y a que les États-Unis dans la vie, hein, on le sait tous. Cannes est beaucoup plus divers à ce niveau-là. Personne n'a gueulé quand Pulp Fiction a eu la palme, par exemple. Longue histoire, et désolé, c'est pas moi qui décide, une longue histoire politique. C'est même le moins qu'on puisse dire, et ça, jour 1. On a un peu tendance à l'oublier derrière l'image paillettes, tapis rouge, cocktail au Martinez, hein, l'hôtel, hein, pas le syndicaliste, mais à la base, c'est même carrément un festival
antifasciste. Donc déjà, on va revenir un peu sur cette origin story parce que quand même, si vous le saviez pas, c'est quelque chose. Faut garder en tête que le cinéma, c'est relativement jeune comme art, et encore plus dans les années 30. Pour vous dire, quand on envisage le premier festival de Cannes, il doit être parrainé par un des frères Lumière, qui sont toujours debout, toujours vivants. Lorsqu'en 1894-95, après avoir réalisé le cinématographe Lumière, je tournais mes premiers films, La sortie de l'usine, L'arrivée d'un train en gare, et le timide petit essai de film comique, j'étais loin, je le confesse, de prévoir le développement considérable que devait prendre par la suite l'industrie cinématographique. Ah bah tu m'étonnes, hein, parce que les Lumières, à la base, eux, c'est des industriels. C'est pas du tout des artistes. Eux, quand ils ont inventé le cinématographe, les frères Lumière, ils pensaient d'un point de vue industrie, ils pensaient d'un point de vue technique, ils pensaient pas d'un point de vue artistique. Et c'est des gens, d'ailleurs, comme leur père, qui leur a dit « Non mais, mettez ça dans une salle de spectacle, vraiment, les gens, ils vont kiffer. » C'est des gens comme Méliès, qui ont vu le potentiel, etc., d'un point de vue artistique. Mais eux, ils étaient pas du tout dans le délire de l'art, hein, c'était pas ça. Et après, ça n'empêche, hein, que... Belle invention. Développement considérable que devait prendre par la suite l'industrie cinématographique. Et c'est même pas le premier festival consacré au cinéma. À ce moment-là, il y en a un seul, dans un pays qui l'a certes pas inventé, mais en a développé une industrie florissante. Un festival qui servira ensuite de modèle à tous les autres, la Mostra de Venise, créée en 1932. Italie, années 30, vous sentez venir un peu le contexte, hein. Il y a une coupe Mussolini et tout, pas la coupe de cheveux, hein, c'est des prix de cinéma remis à la Mostra. Et alors, en 38, une récompense est remise à La Grande Illusion de Jean Renoir. Très grand film, le monde entier parle de Jean Gabin, mais Renoir, compagnon de route du PCF, il a carrément fait des films produits par le parti, mais aussi par la CGT, puis plus généralement qui accompagnait le Front Populaire. Bon, déjà. Mais pour en rajouter une couche, La Grande Illusion, c'est un film pacifiste sur 14-18. Mussolini et Hitler, ils l'ont un peu mauvaise, donc ils se disent que va falloir mettre un peu leur gros doigt de facho là-dedans. Les gens d'extrême droite étant réputés pour leur subtilité, l'édition suivante, la Mostra prime un film sans intérêt produit par le neveu de Benito, et tant qu'à faire, les... Alors, le fils de Benito, il a précisé en dessous, et non mais bizarrement, attends, un facho qui met en avant son enfant facho, ça me dit quelque chose, tiens... On n'aurait pas la même chose en France avec un certain Front de la Nation? Non? Non, ça doit être moi. Dieu du stade, pas le calendrier, un gros film de propagande nazie par Leni Riefenstahl, la cinéaste du régime, alors que c'est même pas vraiment une fiction, mais bon, autant y aller franco. En fait, on a l'impression que c'est complètement débile parce que c'est tellement grossier, tellement... vraiment de la propagande et tout. En fait, à l'époque, Leni Riefenstahl, il faut quand même se mettre en tête que c'était quand même considéré vraiment comme du cinéma. Et genre, elle était invitée à des trucs et tout. C'était normal, en fait, d'inviter des cinéastes de propagande nazie à des trucs de festival, ce qui est assez fou. Mais Disney, il a reçu chez lui Leni Riefenstahl, Walt Disney, hein. Donc il l'a invité pour dire « Écoutez, moi aussi je suis antisémite, laissez mes films être exploités dans votre pays et tout. » Et en fait, Les Dieux du Stade, maintenant, bah, c'est pas trop un film que tu vas projeter en festival et tout, mais ça a eu une vraie influence dans l'histoire du cinéma. Par exemple, dans Star Wars, Lucas, il prend beaucoup de plans au film de Leni Riefenstahl, notamment pour le côté l'Empire, parce que du coup ça rappelle l'esthétique nazie, logique. Alors plusieurs choses, déjà, alors oui, Disney était un énorme connard, Walt Disney était un énorme connard, antisyndicaliste, proche de certains nazis, etc. Non, vraiment c'était un gros con sur plein de points. Ensuite, oui, Leni Riefenstahl a vachement influencé Star Wars, mais aussi Le Roi Lion, avec la scène de Soyez prête, qui est directement inspiré de son cinéma. Mais quand même, Riefenstahl, Les Dieux du Stade et tout, c'est vraiment... tu peux pas faire plus propagande, quoi. Là, il y a quand même 2-3 délégations qui trouvent que ça commence à puer, et puis pas que pour le 7e art, en particulier les Français, comme l'écrivain Philippe Erlanger, qui soumet l'idée d'un contre-festival au ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, et à un autre mec vachement stylé qui s'appelle Jean Zay. Jean Zay, c'est un radical. Et alors, attention, à l'époque, ça veut pas dire qu'il est super vénère, c'est même le contraire. C'est plutôt le centre-gauche. Et lui, il a été très actif dans le gouvernement du Front Populaire, sur l'éducation, où il a fait plein de trucs dont on bénéficie encore aujourd'hui.
de moins en moins, mais c'est pas le sujet, et dans la culture. Les Anglais sont chauds, Hollywood ils sont chauds, les Soviétiques sont chauds. En fait, à ce moment-là, Cannes, ça doit être littéralement les alliés avant l'heure face à l'axe de la Mostra. Mais sinon, il ne faut pas politiser le cinéma. Il ne faut absolument pas politiser l'art. Et pas comme si le premier festival au monde était fait par des fascistes et le deuxième était antifasciste. Et quand il disait, ouais, plus c'est gros, plus ça passe, mais on voit ça même aujourd'hui, hein. Ce que je trouve à la fois fascinant et inquiétant d'un point de vue historique, c'est que, en fait, quand tu vois les choses avec la gueule du passé, quand tu regardes le passé, tu peux te dire naïvement, ouais mais non, ça se voyait la propagande, c'était quand même gros et tout, machin, comment les gens ils ont pu se laisser embobiner par Hitler, Mussolini, Staline, qui tu veux. Et déjà c'est le sujet du livre, du film et de la réalité qui est la vague qui est donc un prof d'histoire qui a, pour expliquer les horreurs du fascisme et tout, a fait en sorte que ses élèves fassent un mouvement, la vague c'est parti en couille, bref j'ai fait une vidéo sur Blazy là-dessus, n'hésitez pas à la voir, et à lire le roman qui est tout petit et qui est vraiment très bien, et à voir le film, apparemment il est génial. Mais surtout en fait on trouve que c'est évident en fait la propagande de l'époque, la radicalisation etc, qui mentent etc, parce qu'en fait on a tout le contexte global de l'époque, on voit avec un point de vue extérieur et du coup on a tout le global, alors qu'à l'époque bah c'était vraiment petit à petit ils avaient tout au compte-gouttes comme nous aujourd'hui. Faut bien comprendre que tous les trucs qui à l'époque peuvent nous paraître évidents, c'est de la propagande et tout, on peut subir aussi les mêmes mensonges et les mêmes, la même rhétorique à deux balles, les mêmes propagandes, pas les mêmes, hein, mais de la propagande, de la rhétorique à deux balles et des mensonges, sans le voir, si on fait pas attention, si on prend pas en compte le contexte historique global, si on n'est que dans l'émotion, et si on n'est que dans l'instant présent et le moment, sans voir le contexte général, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit géographique, qu'il soit systémique, etc. Et ça, faut jamais l'oublier. À ce moment-là, Cannes, ça doit être littéralement les alliés avant l'heure face à l'axe de la Mostra. J'ai pris le train le soir même, j'ai pas pu dormir, il y avait beaucoup d'événements qui m'empêchaient de trouver le sommeil. Et c'est alors qui m'est venue l'idée que la place était maintenant libre pour un autre festival qui aurait été, à l'époque, nous sommes en 1938, le Festival du Monde Libre. Voilà un festival que les Allemands n'auront pas, comme disent les vieux par chez moi. Je vous rassure hein, quand même, la Mostra ça existe toujours, mais c'est plus du tout comme ça, même si sait-on jamais ce que l'avenir nous réserve. Ah bah surtout en ce moment en Italie, hein, parce qu'avec la nouvelle Marine Le Pen nationale là, on peut s'attendre à tout. Mais ça, faut jamais l'oublier, que l'art c'est politique et que l'art ça peut être dévoyé politiquement pour un régime fasciste en place. On le voit avec le cinéma russe qui était certes magnifique avec des idées incroyables, la grève, le cuirassé de Potemkin, qui tu veux, mais ça empêche que c'est un régime enfin c'est du cinéma de propagande. Mais comme il peut y avoir du cinéma de propagande états-unien, plus ou moins assumé, hein, parce que Transformers, par exemple, c'est pas de la propagande en soi, mais l'image qu'ils vont donner de l'armée est une image positive, une image où on se pose pas la question des horreurs que peut faire l'armée, etc. Et l'armée, ça va être les gentils. Et à l'inverse, on peut voir des critiques comme Starship Troopers, ne pas voir l'ironie du bordel et croire que c'est premier degré pro-armée US, alors qu'en fait le mec se fout ouvertement de leur gueule, mais c'est tellement subtil pour l'époque que personne ne le voyait quoi. Ça existe toujours, mais c'est plus du tout comme ça, même si sait-on jamais ce que l'avenir nous réserve. Par contre, il faut pas croire, ce nouveau festival, ça fait pas du tout consensus en France. Et ouais, à ce moment-là, il y a pas mal de gens, leur idée c'est faut pas énerver Hitler, et puis peut-être Mussolini sera de notre côté, après tout, faut discuter avec tout le monde, et puis si c'est que les Sudètes, blablabla. Et puis dans national-socialisme, il y a socialisme, alors forcément ça doit être des gens bien, c'est des gauchos. Non mais je vois vraiment des gens dire ça premier degré, en mode ah mais Hitler il était national-socialiste, c'est-à-dire qu'il était de gauche. Oui bien sûr, et la République démocratique du Congo, elle était démocratique. Les mots et les sondages, c'est comme les prisonniers torturés. Au bout d'un moment, tu peux en faire ce que tu veux à force de les triturer dans tous les sens. Tu peux leur faire dire ce que tu veux. Après tout, faut discuter avec tout le monde, et puis si c'est que les Sudètes, blablabla. Ils ont eu le nez creux, quoi, comme chacun sait. Donc, il a fallu se battre politiquement pour créer ce fichu festival, et finalement, il doit avoir lieu en 1939. Tout est prêt, sélection internationale, il y a le Magicien d'Oz qui est un gros événement, les stars arrivent à l'hôtel, on met le champ frais, et puis boum, le premier jour, les troupes allemandes envahissent la Croisette. Oups, c'est... Non,
Évidemment, elles envahissent la Pologne et vous connaissez la suite. Finalement, si le festival est effectivement créé en 1939, la première édition n'a lieu qu'après la guerre, en 1946. Et si vous voulez savoir une chose vraiment triste, c'est que Jean Zay l'a jamais vu son festival. Parce qu'il s'est fait assassiner par la milice. Pas par les Allemands, par la milice française. Tout ça pour dire les appels à laisser à tout prix la politique en dehors de ces grandes fêtes du cinéma. Désolé de gâcher le goût des petits fours, mais il y a une histoire à assumer à un moment. En fait, si au moindre truc, on a l'impression que tout est politisé et polarisé, c'est pas vraiment que ça l'est devenu. C'est peut-être au contraire qu'entre-temps, tout ça a été largement aseptisé, dépolitisé. Et ça, sans parler du cinéma, on voit que de plus en plus, si tu regardes juste l'histoire du XXe siècle en règle générale, juste le XXe siècle, hein, même pas besoin d'en monter plus loin, tu te rends compte à quel point tout est de plus en plus dépolitisé. À quel point on essaye de stériliser tout ça en mode « Non, mais faut arrêter de voir de la politique partout, faut du dialogue, faut machin... Alors que, ben, désolé, mais non, c'est politique. Je veux dire, le travail c'est politique, l'art c'est politique, il faut arrêter de dépolitiser tout ça juste parce que bah en fait ça arrange plus les puissants que ça nous arrange, et ça faut en avoir conscience. Si tu dépolitises le travail, forcément bah les syndicats ça sert plus à rien, le droit du travail ça sert plus à rien, faut juste un bon dialogue entre les ouvriers et le patron, c'est tout. Le patron il va comprendre, tu vois, c'est complètement con. Et plein de trucs qui sont normalement politisés, que bah, c'est normal qu'ils soient politisés, on essaie de plus en plus de les dépolitiser en règle générale. C'est peut-être au contraire qu'entre-temps, tout ça a été largement aseptisé, dépolitisé. Les années 80. Alain n'est pas venu, mais il nous a envoyé un petit mot. Comme tu le sais, après avoir été longtemps contre l'immigration toute ma vie, je me retrouve maintenant dans une position d'immigré moi-même. À Lausanne, donc. Tenez, prenez deux mouvements sociaux. 2023, mouvement des retraites. Pas un petit mouvement donc. À Cannes, dispositif policier, angoisse totale que des trublions viennent mettre leurs godasses pleines de boue sur le tapis rouge. Le festival de Cannes nous appartient. C'est un endroit où les gens travaillent. Il n'appartient pas aux marques de luxe qui veulent se l'approprier. Les travailleurs, c'est à l'écran, dans des films sociaux bouleversants, mais pas dans la salle à s'exprimer pour eux-mêmes. Il est tout à fait légitime que pendant cette période, des travailleurs et des travailleuses puissent se faire entendre, parce que sans eux, il n'y aurait pas de festival. D'autant plus au Festival de Cannes, qui, rappelons-le, a été créé aussi sous l'impulsion de militantes et de militants syndicaux. Maintenant comparé avec l'édition d'anthologie de 68. Le festival s'arrête. Oui, mais... Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Là, c'est même pas des syndicalistes et 3 gilets jaunes toujours déter, hein. C'est les cinéastes eux-mêmes qui foutent le boxon. Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Berry, Macha Merrill et Claude Lelouch prennent la tête de la fronde. Ils veulent faire annuler le festival. Les salles de projection se transforment en agora où l'on s'engueule copieusement. Et Godard lance aux réticents. Et là, on parle pas de petits cinéastes à 2 balles qui veulent se faire mousser, hein. On parle de Godard, Truffaut, Berry, Merrill, Lelouch. Et c'est quand même le haut du panier, quoi. C'est pas des petits qui ont fait un petit film vite fait, là. Et vous voyez la différence, c'est ça aussi quand on parle de dépolitisation, et c'est ça qui est dangereux, c'est que avant les artistes n'hésitaient pas à assumer leur politisation, leurs idées. Et maintenant, en fait, ils ont beaucoup, je parle pas pour tous évidemment, mais il y en a de plus en plus qui ont tellement peur de perdre des contrats, de perdre des sponsors, de perdre des collabs, d'être dans une sauce sur Twitter, de machin, que ils veulent vraiment être le plus lisse possible. Et ça arrange bien les personnes qui dirigent, que ce soit les entreprises, le gouvernement, etc. Ça les arrange bien parce que s'il n'y a pas ces voix qui ont un impact, qui ont un gros impact, hein, les acteurs, les réalisateurs, les artistes en règle générale, ils ont un impact parce que le public les aime, donc le public va les écouter. Et si ces voix-là, elles se lèvent pas, nos petites voix à nous, elles ont moins de poids. Et c'est quand même terrible de se dire qu'à l'époque, Godard, Truffaut et compagnie, ils voulaient faire annuler le Festival de Cannes. Et là, maintenant, on a Justine Triet qui fait un petit discours, et les élites médiatico-bourgeoises, là, elles sont en mode... ouais, j'en ai plus rien à foutre, vas-y, je parle en mode marxisme. Et les élites médiatico-bourgeoises, je disais donc, elles sont là en mode « Ouh là là, mais on politise tout, dis donc, faut arrêter, la propagande woke. » C'est un délire. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes en Godard. Alors autant j'aime pas les films de Godard, mais alors sur ce point-là...
GG Jean-Luc, hein. Ah, comme quoi les Jean-Luc, c'est des gars vénères, hein. Ils font arrêter le festival avant la fin, il y en a qui ont retiré leur film, des jurés qui se sont barrés, pas de lauréat cette année-là, tout ça pour soutenir le mouvement social. Ah ça c'est d'un autre calibre, hein, c'est sûr. Il y a eu plein d'autres moments politiques tout au long de l'histoire de ce festival, et des autres. Ceci dit, il y a une chose qui se comprend. Le cinéma, l'art en général, ça a un côté un peu sacré et fédérateur, au-dessus de la mêlée. Quelque chose qu'on tient en haute estime. Alors forcément, on n'aime pas trop que ça soit rattrapé par de basses réalités matérielles et que la grande famille du cinéma se mette à s'engueuler comme à un repas de Noël. J'entends. Seulement, au bout du bout, est-ce qu'un cinéma qui refuserait de mettre les mains dans le cambouis, qui aurait pas le courage de prendre parti, y compris en dehors des films eux-mêmes, bref, un art qui fâche personne, est-ce qu'il mériterait qu'on le tienne en si haute estime? Déjà, oui, c'est d'excellentes questions, parce que bah au bout d'un moment, si t'es juste là à dire oui, alors on fait des films, nous sommes trop hauts pour la bassesse du petit peuple, machin, c'est complètement couru. Moi, en fait, c'est un truc qui m'énerve énormément. Il en parle dans la vidéo Bolchegeek. C'est le côté, on adore les films sociaux. On adore Moonlight, on adore 12 années d'esclavage, je veux le dire en français. On adore les films qui montrent le pauvre petit prolétaire, le racisé, le trans, machin, qui est... Oh là là, misérabilisme. Par contre, quand ces mêmes personnes veulent faire entendre leur voix ou quand des gens veulent parler en leur nom parce qu'on leur donne pas le micro, là on veut leur faire fermer leur gueule, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve profondément, dans le sens où tu peux pas à la fois te branler intellectuellement et faire trop « Oh là là, mais la misère sociale, le prolétariat, le racisme, le sexisme, voilà, c'est tellement profond, je suis un artiste », et à côté dire à ces mêmes personnes que tu utilises pour tes films, que tu mets dans tes films et que tu exploites d'une certaine manière dans tes films, à côté de ça, tu peux pas leur dire « Non mais par contre, fermez vos gueules pendant les cérémonies SVP, on veut pas de vous quoi ». Est-ce qu'il mériterait qu'on le tienne en si haute estime? Est-ce que ça serait pas réduire l'art à son aspect divertissement, au sens littéral? All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say look what they did then, rather look what we do now. Surtout, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus insidieux, de plus dangereux même, dans ces injonctions? Les gens qui disent que tout ça n'a pas sa place dans ces événements, que la politique au sens large, les idées, les causes, les valeurs, n'a pas sa place dans le cinéma, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme par hasard, toujours quand quelqu'un dit quelque chose qui leur plaît pas. Ah mais non, c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord, ça c'est une coïncidence. Non, c'est le principe quoi, vraiment ça se fait pas. We live in a time where we have a man sending us to war for fictitious reasons. We are against this war, Mr. Bush. Shame on you, Mr. Bush. Shame on you. Les premiers Césars après la guerre en Ukraine, dans les discours de présentation des Césars, il y avait tout un truc de la guerre, c'est terrible, c'est affreux, mais show must go on, le cinéma, tu prends les derniers Césars là, tous les mecs qui ont fait des interventions sur Gaza, déjà ils se sont fait défoncer. Ce qu'ils ont retransmis après sur les réseaux sociaux et tout, etc. Il n'y avait pas ces discours-là. Tu peux dire la guerre en Ukraine c'est super grave et tout dans le discours écrit, public, officiel du truc. Par contre, s'il y a 2-3 personnes qui, quand ils montent sur le plateau, disent ouais, au fait, Gaza, c'est chaud. Oula, non, pas de politique. Oh bah bizarre, est-ce que ce serait pas parce que d'un côté, au hasard déjà, le fait que d'un côté, ce soit un conflit entre Israël avec qui on a des accords, etc. Et que de l'autre, c'est le méchant Poutine. Et que d'un côté, en Ukraine, ce soit des pauvres petits Européens blancs qui se fassent tuer. Alors qu'à Gaza, c'est des Arabes. Puis c'est loin, Gaza. Ah non, en plus ils ont cherché, les méchants. Et allez, il y a même pire que ça. Plus tard dans une interview, vous qualifiez son discours de ingrat et injuste. Et ce mot ingrat a dérangé parce qu'on pourrait y comprendre que Justine Triet ne serait pas assez reconnaissante envers le gouvernement, comme si le gouvernement avait aidé à produire son film et qu'elle avait accepté son aide pour ensuite le critiquer. Ce n'est pas le cas, mais c'est ce que beaucoup de gens ont pu comprendre et c'est là que la polémique a démarré. Le monde du cinéma ne devrait pas critiquer le pouvoir parce que le cinéma est subventionné, parce qu'il y a des commissions qui donnent des feux verts, qui ouvrent des portes, parce qu'on a des ministres
ministre qui s'occupe de vous, bande d'ingrats. Ah bah oui, non mais c'est ça, c'est exactement la rhétorique de Cyril Hanouna avec Bolloré. Je ne mords pas la main qui me nourrit. Ouais, non mais dans ce cas-là, ça montre encore une fois déjà les problèmes avec la presse et la liberté de la presse en règle générale, vu que beaucoup des plus gros organes de presse sont possédés par des multimilliardaires et des mecs du CAC 40, etc. Hein. Bouygues a TF1, Bolloré il a Canal, etc., etc. Donc ça montre que clairement tu peux foutre la pression en mode non mais parle pas, ouais ton reportage sur Coca-Cola il est super bien hein, sur la maltraitance, sur la malbouffe, tout ça ouais c'est cool, mais non on veut pas niquer notre sponsor. Donc et pareil hein, ton reportage sur Bolloré il est très bien mais c'est le patron quoi. Donc évite. Et ça encore, à la rigueur, je pourrais le comprendre d'un point de vue purement pragmatique. En mode, bah c'est logique, tu vois, c'est multimilliardaires, ils achètent des médias, c'est pas pour que ces mêmes médias leur crachent à la gueule. Ça peut se comprendre, même si c'est horrible et c'est plus que discutable d'un point de vue démocratie, droit des journalistes, etc. Mais il y a une logique de leur part. Alors que le gouvernement, il y a aussi une logique de leur part, hein, propagande, etc. Mais le gouvernement, et surtout dans une république qui se veut démocratique, ne devrait pas avoir à interférer sur ce genre de truc. Tant qu'on ne va pas au-delà du cadre de la loi, le gouvernement ne devrait pas avoir à se mêler de ce que dit un ou une artiste, même si c'est contre lui. Même si c'est contre le gouvernement ne devrait pas avoir à ingérer. Et même si la personne a une aide du CNC, tu lui as donné l'aide du CNC pour faire vivre l'art, pour faire vivre la parole, pour faire vivre la liberté d'expression, etc. C'est pas pour que quand ça t'arrange. Qui donne des feux verts, qui ouvre des portes. Parce qu'on a des ministres qui s'occupent de vous, bande d'ingrats. Vous voudriez pas fâcher les ministères quand même, cracher dans la soupe. Devrait même pas être écoute-moi bien. Oh bah tiens, j'en parlais il y a 2 secondes. Moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Je sais pas vous, mais je trouve qu'il pue un peu pour l'avenir du cinéma ce discours. Et là encore, pas que pour lui. Et on le voit déjà, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis, on essaye de plus en plus lisser les choses. Je veux dire, avant, même les blockbusters avaient, pas tous évidemment, hein, mais il y avait beaucoup plus de blockbusters avec des grands messages sociaux, avec des réflexions sur la saucisse, etc., qui étaient quand même plus intéressants et profonds que ce qu'on essaye de plus en plus de mettre en termes de lice. Maintenant, il faut de plus en plus aller vers le cinéma indépendant, underground, le moyen budget pour avoir ce genre de réflexion. Et c'est pas normal. Revenons à Cannes, sur le contexte de sa création. En grattant sous les couches de strass accumulées au fil des années, et je sais que cette phrase va vous faire tiquer un peu peut-être, mais le Festival de Cannes, c'est un genre d'acquis social. Oui, évidemment, c'est pas la retraite ou la sécu, mais c'est un peu la face culturelle de tout ça. Non seulement il est issu de la lutte contre le fascisme avant-guerre, mais c'est carrément un fruit de la libération. C'est dans la foulée des institutions de 46 et du Conseil national de la résistance. Le CNC aussi, et tout ce qui sous-tend concrètement le cinéma français. Oui, ça fait presque bizarre de le rappeler quand on voit la gueule de certains trucs dans cette industrie. C'est pas pour défendre les petits privilèges d'une bourgeoisie culturelle qu'on entend vachement plus pour défendre leurs potes prédateurs que quand il s'agit de soutenir le mouvement social. Ah ça, on le voit, hein. On le voit, hein. Dès qu'il s'agit de défendre Gérard Depardieu, qu'il s'agit de défendre l'autre enfoiré, Polanski, etc. Alors là, les bourgeois artistico-prout-prout, ils sont là. Hein. Par contre, quand il s'agit de défendre les retraites des travailleurs, travailleuses, ou quand il s'agit d'acquis sociaux, etc., bizarrement, il y a beaucoup moins de monde. Et c'était pas le cas avant. C'était beaucoup moins le cas avant. Encore une fois, mai 68. Qu'on entend vachement plus pour défendre leurs potes prédateurs que quand il s'agit de soutenir le mouvement social. Je m'inquiète pas pour leur sort, et puis de toute façon, on s'en contrefiche. Et puis aussi, si ça pouvait s'arranger pour que des jeunes qui n'ont pas de combine puissent faire du cinéma quand même, eh bien, peut-être qu'on serait tous un peu plus contents de cette profession. Parce que c'est combine quand même un peu le cinéma. Bon, eh ben c'est très beau. Mais justement, si on veut dépoussiérer un cinéma embourgeoisé, ça serait peut-être pas mal de revenir aux bases. Si le cinéma français, par bien des aspects, c'est un acquis social, un conquis même, comme on dit, il est à nous. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Ouais. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Pas plus qu'on devrait remercier le gouvernement pour l'assurance chômage, la sécu, les retraites ou les autres biens communs qui nous restent. Non, parce que ça, on a lutté pour. Faut jamais oublier, hein, c'est pas un cadeau qu'ils nous font. Le sécu, le chômage, la retraite, tout ça. Faut jamais oublier que c'est pas un cadeau que le gouvernement nous fait. Ce sont des acquis, ce sont des conquis qu'on a
eu parce qu'on a lutté, parce que nos grands-pères, arrière-grands-pères, ce que tu veux, grand-mère aussi évidemment, arrière-grand-mère, ont lutté pour ça. Et ça, faut jamais l'oublier, que on nous l'a pas donné par générosité d'âme. On a dû se battre pour l'avoir et qu'il faudra se battre pour les maintenir. Le gouvernement pour l'assurance chômage, la sécu, les retraites ou les autres biens communs qui nous restent, les institutions publiques n'appartiennent pas à la Macronie, elles n'appartiennent pas au gouvernement, elles n'appartiennent pas au pouvoir, ni à celui d'avant, ni au prochain. Elles nous appartiennent et elles appartiennent à celles et ceux qui les font. Alors si on veut s'en servir pour gueuler, c'est notre droit. C'est eux qui les détournent via des mécanismes transformés en moyens de pression à leur fin politique. Je prends par exemple le tweet du député macroniste Guillaume Kasbarian et se demande s'il n'est pas temps d'arrêter de distribuer autant d'aide à ceux qui n'ont aucune conscience de ce qu'il coûte aux contribuables. Là-dedans, il y a deux problèmes. Déjà, l'idée qu'un artiste qui recevrait des fonds du gouvernement n'aurait pas le droit de critiquer le gouvernement. Or non, vous le savez mieux que moi, le financement de ce film, comme tous les films, provient de plein de sources différentes, et notamment du CNC qui dépend du ministère de la Culture, mais qui est autofinancé. C'est ça la clé. Et oui, parce que le CNC, comment il est financé le CNC pour celles et ceux qui ne savent pas, le CNC en fait il est autofinancé tout simplement par la taxe sur les billets de cinéma et etc. En fait, à chaque fois que vous allez au cinéma, techniquement, vous produisez un film. Parce qu'une partie du billet de cinéma, une partie des coûts de distribution, etc. C'est plus compliqué que ça, évidemment, mais en gros, une partie des revenus des films qui sont exploités en France vont revenir au CNC, qui ensuite va le réinjecter dans du cinéma, ou alors dans de l'audiovisuel en général. Maintenant, il y a aussi Internet, etc. Donc non, le CNC, c'est pas nos impôts. Tout ce discours sur l'art qui devrait rester neutre ou je sais pas quoi, d'accord, ça peut être sincère. C'est important aussi que ça aille au-delà des clivages du moment, qu'on puisse parfois penser au cinéma et pas à autre chose. En revanche, quand ça devient une injonction, à qui elle sert? Ça, c'est toujours d'actualité et je pense que ce sera toujours. Moi, personnellement, je suis très fan de films, d'œuvres artistiques en général, sans me poser la question de est-ce que c'est de gauche, de droite ou de centre. Tu vois, je m'en bats les steaks. Il y en a plein, j'ai pas d'exemple là en tête, mais Retour vers le futur. Voilà, Retour vers le futur, je me pose pas la question si c'est de droite ou de gauche. Je m'en branle. Je suis en mode, je kiffe, ma trilogie, c'est mon enfance, c'est Doudou, et même des films plus récents. Voilà, je suis en mode, je kiffe. Ok, le divertissement, pourquoi pas, c'est très bien. Et je peux même aimer des œuvres par des gens qui ne sont pas de mon bord politique. Bon, faut pas déconner au bout d'un an, si l'œuvre est ouvertement raciste, sexiste ou ce que tu veux, non. Mais je peux aimer des œuvres de gens de droite, etc. Je m'en branle, tu vois. Par contre, c'est pas parce que l'art est un divertissement qu'il ne peut pas être non plus politique. Et si toi, tu aimes tes films, tes séries, ce que tu veux non politisé, grand bien de face. Par contre, tu peux pas empêcher les actrices et acteurs de ces industries et de ces arts de vouloir mettre de la politique, de mettre de leurs convictions dans leur art. Tant que ça dépasse pas le cadre de la loi, je vois pas le problème. Et même avec le cadre de la loi, encore, on pourrait se dire, si la loi elle est plus pro-fasciste que pro-humain, ça peut être un problème. Mais tu vois l'idée. En revanche, quand ça devient une injonction, à qui elle sert? Pas au gouvernement. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. Vouloir évacuer l'expression politique des artistes, mais aussi de toutes les travailleuses et les travailleurs de la culture de manière générale. Affirmer qu'ils devraient s'interdire toute critique publique, sans quoi on serait en droit de les priver de financement, de ne plus valider leurs projets, de les déclarer persona non grata à ces mêmes événements. J'imagine que ça, c'est pas la fameuse cancel culture que certains ont constamment à la bouche. Non. Non, bien sûr. C'est vraiment du hasard, mais la cancel culture, c'est quand c'est des trucs progressistes. Tu vois, quand c'est progressiste, c'est la cancel culture. Quand c'est le gouvernement qui veut bâillonner des artistes, qui veut foutre des pressions, etc. Guillaume Meurice, pardon, j'ai mal à la gorge, t'as vu, c'est bizarre. Hein. Quand c'est les gouvernements et les médias qui veulent empêcher des artistes de s'exprimer, là, c'est juste du bon sens, enfin. Ça n'a rien de politique, ça. Pas de la cancel culture, au bout d'un moment, faut arrêter. Je dois pas avoir bien compris le concept, mais c'est pas grave. Parce que ça ressemble à un autre truc, qui lui a une longue histoire et une assez bonne définition. Ça ressemble à de la censure. Pas encore totalement direct,
pour l'instant, mais par la pression sociale, par le portefeuille, par le carnet d'adresses, par les médias. Bon après, si ce qui importe c'est de ne pas briser la magie du champagne, de l'entre-soi et des discours qui fâchent personne, admettons, mais qu'on vienne pas prétendre que c'est ça la magie du cinéma. Érigée comme un acte de résistance, cette manifestation internationale, qui refuse toute idée de censure et de propagande, doit nous rappeler aujourd'hui encore que la liberté d'oser, d'imaginer, de créer, de critiquer est la plus fragile des conquêtes. J'ai envie de dire, sans surprise, énorme banger, hein, évidemment, hein, Bolshevik qui est trop fort, mais que ce soit Bolshevik, Kate la petite voix, le fils de pub, qui a aussi sa chaîne YouTube que je vous conseille, ou Aismodé pour le montage, j'en oublie, ils sont trop forts, bien évidemment, mais très bonne vidéo, et très bonne vidéo, déjà qui nous rappelle que rien n'est acquis, qu'il faut jamais rien lâcher, qui nous rappelle en permanence que, l'art, comme tout, ça peut être dévoyé par certaines élites et certains puissants pour faire croire que c'est pas politique, que c'est juste du divertissement, qu'il faut arrêter de se prendre la tête et que ta gueule avec ta politique, sinon t'auras plus de subventions. Et le problème en fait de l'art en règle générale, quand ça devient trop populaire, pas au sens pop, prolétaire ou ce que tu veux, hein, populaire dans le sens quand l'art devient trop gros et trop mainstream, le problème c'est qu'il y a toujours un risque, en fait de censure, il y a toujours un risque de pression parce que les enjeux deviennent tellement gros que et les gens deviennent tellement gros qu'au bout d'un moment ils auront peut-être peur de se fâcher avec des sponsors, avec des collaborateurs, avec des machins, et en plus ils traînent contre eux au bout d'un moment. C'est ça aussi le problème. Quand t'as des gens qui sont dans un entre-soi permanent, je suis sûr qu'il y en a plein, ils sont de bonne foi, tu vois. Sauf que le problème, ils sont tous entre eux, et du coup ils s'auto-alimentent dans leur délire. Mais bref, super vidéo, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un com pour dire ce que vous en pensez. Si vous connaissez Bolshevik, si vous connaissez pas vraiment, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, allez voir la chaîne d'Aismodé, du fils de pub. Vraiment, ils sont tous excellents. Si jamais vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tout va très bien, ma chaîne d'édito politique. N'hésitez pas à vous abonner à Blazy, ma chaîne pop culture. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee et Patreon, ça fait plaisir. Alors maintenant, à savoir si le cinéma c'est de droite ou de gauche, perso, je sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de risques de censure. Allez, salut.